Donc bonjour, un petit webinaire qui vous est présenté par la cellule brevet du CSTC, un webinaire dans la série propriété intellectuelle dans le secteur de la construction. Et aujourd'hui, on va essayer donc de vous donner quelques petites consignes, comment vous pouvez chercher et surtout comment vous pouvez retrouver des brevets. Ce webinaire vous est offert par la cellule brevet du CSTC, qui peut fonctionner avec le soutien de la SPF Économie. Ce que nous pouvons faire pour vous, c'est donner un peu de sensibilisation, un peu d'information sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Nous le faisons par des actions collectives, comme notre site internet, comme des publications, comme des conférences, mais également un support individuel peut être envisagé. Si nécessaire, n'hésitez pas de nous en contacter. Mais revenons maintenant au sujet de ce jour. Chercher et retrouver les brevets. Et alors, ce qu'on va essayer de vous dévoiler, c'est tout d'abord, qu'est-ce que vous pouvez chercher quand on parle de chercher des brevets? Où vous pouvez les chercher? Et surtout, comment faut les chercher? Ce qu'on cherche, ce sont des textes. On a parlé la session précédente de ce que c'était un brevet, donc on va essayer donc de chercher ces brevets, des textes, des demandes de brevets ou les textes des brevets délivrés. Et on les cherche pour plusieurs raisons. On les cherche puisqu'on peut y trouver des informations concernant des entreprises innovatrices. On peut y trouver donc les noms des inventeurs, on peut y trouver des descriptions bien détaillées des différentes techniques. Et le pourquoi de chercher toutes ces informations sont nombreuses. On peut avoir besoin de ces informations pour faire une enquête du marché, pour améliorer la connaissance de la technique, pour découvrir des nouvelles évolutions. Donc, on peut trouver beaucoup de raisons pour chercher des brevets et surtout, ce qui est très important, on peut trouver des brevets pour savoir s'il faut encore investir dans une recherche, puisque ça ne vaut rien de chercher quelque chose qui existe, et aussi si ça existe, il est toujours intéressant de savoir si on peut vraiment commercialiser la technique. Alors, où chercher? Naturellement, dans ce monde actuel, tout le monde pense immédiatement à Google. On lance Google, on pose une question et on espère de recevoir la réponse. Eh bien, aussi pour les brevets, il y a une section de Google, notamment Google Patent, qui pourrait vous aider. Il y a aussi d'autres sites publics, par exemple les sites des offices nationaux, dans lesquels on peut trouver des brevets. Et il y a les sites de l'EPO ou du WIPO, donc les organisations européennes et mondiales de la propriété intellectuelle. Bien entendu, il y a aussi donc des moteurs de recherche commerciaux qui sont mis à disposition, mais de ceux-là, on ne va pas y parler ici. C'est quelque part des outils qui sont vraiment pour des professionnels dans le métier. On va se contenter ici comment quelqu'un qui n'est pas spécialiste du domaine peut trouver quelque part son chemin dans les brevets. Et le moteur de recherche qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est EspaceNet. Le site, vous pouvez le trouver en tapant be.espacenet.com. C'est un site qui est élaboré par l'Office européen et qui met à votre disposition
actuellement plus que 80 millions de brevets, ce qui n'est pas mal du tout. Dans ce qui suit, en utilisant quelques petits exemples, on va essayer donc de vous dévoiler comment vous pouvez trouver des brevets et comment vous pouvez utiliser les différents champs de recherche qui vous seront ouverts. Donc, si on tape ESPACENET, on reçoit cet écran-ci. Et comme vous le voyez, donc, c'est déjà immédiatement le logo de la SPF Économie, donc on sait très bien qu'on est sur le site belge. En effet, le logiciel a été développé par l'Office européen, mais chaque pays a eu la possibilité pour en créer quelque part son approche individuelle. Pour la Belgique, ça veut dire qu'on a le choix entre les 3 langues officielles belges et l'anglais. Vous voyez à la droite en haut. Si nécessaire, si par hasard que vous êtes arrivé sur la page néerlandaise, uniquement en cliquant la langue, vous pouvez changer votre propre langue. Donc, ça vous aiderait fortement dans votre recherche. Un deuxième point qui peut être assez intéressant pour vous, c'est la ligne avec les commandes en gris. Le champ Help vous donne pour la version française le Help, donc un manuel en français. Donc là, vous pouvez toujours trouver quelque part des explications si vous ne trouvez plus le chemin. Le champ Settings vaut la peine d'être utilisé aussi, puisque vous pouvez individualiser quelques aspects donc de la recherche. Par exemple, vous pouvez choisir si vous voulez ou pas que vos recherches sont gardées en histoire. Ce qui veut dire que les commandes que vous avez introduites restent dans l'histoire jusqu'à 25 recherches et vous pouvez y retourner facilement sans que vous devez réintroduire toutes les champs que vous avez introduites. Aussi, vous pouvez y indiquer si vous voulez que quand vous avez cherché sur un certain champ ou sur une certaine valeur, que ces valeurs soient éclairées et bien visibles dans le texte. Vous avez le choix d'avoir ça, oui ou non. Le bouton Result List vous amène à la liste des résultats, ce qui est assez souvent intéressant quand vous êtes en train d'étudier quelque part un certain brevet parmi ceux que vous avez trouvés et que vous dites, tiens, c'est quand même pas celui-là, vous pouvez les retourner à la liste complète, eh bien, c'est par Result List que vous y arrivez. Mais le plus important est naturellement commencer la recherche. Et là, il y a 3 possibilités. Il y a le Smart Search, il y a la recherche avancée, il y a la recherche dans la classification. Le Smart Search, on ne va pas en parler, on n'a pas vraiment le temps pour expliquer tout en détail, mais c'est une façon facile pour commencer à chercher, mais aussi une façon qui ne donne pas énormément de possibilités. Le plus intéressant est la recherche par la recherche avancée, puisque là, vous avez une série de possibilités. Après la recherche avancée, on va aussi vous expliquer un petit peu comment vous pouvez commencer les recherches à base donc des classifications. Mais commencez par le début, ce qui veut dire que la recherche avancée. Et vous le voyez ici, ok, c'est peut-être un peu petit sur l'écran, mais n'ayez pas peur, on va montrer les différents champs plus en détail dans les prochaines slides, mais vous voyez qu'il y a une grande liste
de questions, une grande liste de champs que vous pouvez introduire. Et dans tous ces champs, vous pouvez introduire plusieurs valeurs. Donc, ce qui veut dire qu'on peut chercher énormément de choses, ou on peut aussi donc poser une question très détaillée. Naturellement, la première chose qu'on doit apprendre à notre outil de recherche, il faut lui dire où on doit chercher. Étant donné qu'on est entré dans le moteur de recherche par le site belge, il vous proposerait automatiquement de rechercher dans la collection des brevets belges, donc les demandes belges. Il est bien entendu que si vous recherchez un brevet pour avoir quelque part un état de l'art d'une certaine technique, seuls les brevets belges ne vous donneront pas une réponse complète. Pour ça, vaut mieux de automatiquement se prendre l'habitude de changer vers Worldwide, ce qui veut dire que vous aurez la collection complète des demandes de brevets qui sont publiées, qui proviennent de plus ou moins 80 pays. Avec ce choix-là, vous aurez le plus de résultats. Bien entendu, avoir ces possibilités a quelques petits inconvénients, j'y reviens tantôt. Mais en tout cas, vous avez le plus de brevets, ou la liste la plus complète dans laquelle vous cherchez. Et la première recherche, c'est déjà en cherchant donc en utilisant des mots-clés. Il est bien entendu, on connaît une technique, on connaît le vocabulaire dans la technique, donc si on utilise les mots bien typiques, on peut trouver quelque part tous les brevets qui mentionnent ces mots-là. Étant donné que nous avons choisi la collection mondiale, nous n'avons qu'ici deux possibilités, donc choisir des mots-clés dans le titre ou choisir des mots-clés dans le titre ou l'abrégé. Si par exemple vous aurez limité votre sélection au brevet belge, il y aurait une troisième champ qui s'ouvre et c'est la recherche dans le texte complet. Donc de temps à autre, ça vaut quand même la peine de aussi une fois refaire une recherche dans les autres méthodes, puisqu'à ce moment-là, vous trouvez dans le texte complet et vous aurez plus de résultats. Quels sont quelque part les critères et les règles auxquelles il faut se tenir quand vous commencez? Tout d'abord, quand on recherche mondialement, la langue que l'ordinateur connaît le mieux, c'est l'anglais. Donc, il vaut mieux utiliser des mots anglais, aussi bien dans le titre que dans l'abrégé. Vous pouvez utiliser des autres langues aussi, mais sachez que à ce moment-là, que le risque de rater des brevets est assez grand. C'est un des désavantages d'utiliser une recherche par mot. On est limité à la langue qu'on utilise. Dans chacun de ces champs, vous pouvez introduire 10 termes à chercher. Donc, il ne faut pas se contenter de dire uniquement, OK, je veux un brevet sur le béton. Non, on peut y mettre donc plusieurs mots ensemble. Plusieurs termes même. Puisque si on met deux mots ou plusieurs mots entre guillemets, ils vont être utilisés comme un groupe de mots ensemble, donc c'est une terme. En total, le maximum est 20 mots. Donc, on a quand même déjà beaucoup de possibilités. Vous pouvez aussi utiliser donc les opérateurs booléens, un espace, ou le mot and, or, not, l'utilisation donc des parenthèses, etc. Et aussi, vous pouvez utiliser donc ce qu'on appelle les wildcards, l'astérix, le point d'interrogation, qui peut être très intéressant puisqu'on a dit qu'on utilise l'anglais. Mais il ne faut pas oublier que
même en anglais, il y a assez souvent donc des différences donc d'orthographe, par exemple entre l'anglais des États-Unis et l'anglais de l'Angleterre. Par exemple, le mot organisation, dans l'un cas, on l'écrit avec un S, dans l'autre cas, on l'écrit avec un Z. Vous mettez le point d'interrogation et vous êtes certain que vous avez les deux. Ok, ici il y a une toute petite erreur, mais ce n'est pas trop grand. Le mot concrète et composition devrait se trouver ici dans la case mots-clés dans le titre. Excusez-moi ce petit inconvénient. Si on fait une recherche uniquement en mettant donc concrete and composition dans les mots-clés et le titre, on avait 2911 résultats. Si on mettait un OR au lieu de AND, ce qui veut dire qu'on va chercher soit concrete, soit composition, on a plus que 100 000 résultats. Et vous voyez que quand on va mettre concrete composition, si on le met donc entre sans rien, il va le traiter de la même façon que concrete and composition. En effet, si vous mettez les mots l'une après l'autre, il ne va pas le traiter comme une chaîne de mots, il va l'utiliser comme différents mots et il ajoute automatiquement l'opérateur AND. Si on introduit concrete composition, et ça c'est pas correct ce qu'on a mis ici, le nombre de résultats est inférieur et on n'avait que 1100 et quelques résultats. Donc, si vous voulez vraiment la chaîne concrete composition, le nombre de résultats est encore inférieur. Pour compléter la recherche, on a aussi essayé donc d'introduire cette demande donc dans l'abrégé. Et à ce moment-là, vous voyez déjà que on a immédiatement il y a plus de résultats, 10 000 au lieu de 2911 et les 1853 au lieu des 1100 et quelques qu'on avait l'autre fois. Donc, la façon comment écrire est assez importante et ça peut donc vous aider à trouver une combinaison pour avoir le brevet le plus clair. La deuxième série de champs, ce sont des champs qui ne sont pas souvent à utiliser, mais qui peuvent être assez intéressants. C'est la recherche par numéro. On a le numéro de publication, on a un numéro de demande, un numéro de priorité. Donc, ce sont tous des numéros qui identifient votre brevet. Où il y a donc une date de publication. Donc, on a la possibilité, si on a rencontré dans un texte qu'une certaine technique est protégée par un brevet numéro 1 tel, ok, on peut l'introduire assez souvent, c'est le numéro de publication qu'on mentionne, donc on peut l'introduire là et on a immédiatement le brevet en question. Ces numéros, ils sont généralement toujours précédés donc de la code du pays, ou VO si c'était une demande au WIPO, donc une demande mondiale, ou EP si c'était une demande à l'Office européen. Ces codes, tout seuls, peuvent aussi être utilisés si vous dites, ok, bon, moi je suis uniquement intéressé par des brevets qu'on avait demandés, par exemple, en Allemagne, puisque si vous savez que l'inventeur était une entreprise allemande, alors vous pouvez uniquement mettre DE dans un de ces champs-ci. Le champ de la date de publication peut être intéressant, surtout si vous voulez uniquement savoir, par exemple, les brevets qui ont été déposés après une certaine date, de sorte que vous aurez immédiatement la plus récente histoire de technique cherchée. On devrait aller plus loin. Mais comme je disais avant,
ces numéros sont assez souvent inconnus. Alors, il y a une chercheur sur les noms. Okay. Un brevet est demandé, il y a donc un demandeur du brevet, et dans le brevet, généralement, pas toujours, on a aussi mentionné les inventeurs. Ce sont donc deux choses qu'on peut introduire. Naturellement, au niveau donc des demandeurs, il faut connaître le nom exact de l'entreprise. Et il faut chercher là-dessus, et malheureusement, on doit déjà vous avertir que ça arrive que dans les brevets, on se trompe dans l'écriture et qu'il y a une lettre de trop ou trop peu, et par exemple, l'entreprise d'appareils électriques Philips est connue sur plusieurs noms avec un L, avec deux L, etc. Donc, ça rend la recherche assez difficile. De plus aussi qu'il faut vous réaliser que, aussi bien ici qu'avant, quand on parlait donc à la recherche donc, sur les mots-clés, que on utilise assez souvent donc des façons pour ne pas rendre les choses trop faciles. Aussi, les demandeurs veulent peut-être pas que tout le monde sait que l'entreprise a un brevet. Ils veulent encore garder la technique secrète le plus longtemps possible. Donc, on fait la demande sous nom donc d'une ou l'autre petite filiale que personne connaît. Ça rend difficile à tâcher. Et je pourrais vous donner ici une petite tâche que vous pourriez essayer donc de résoudre en essayant de trouver le nombre de brevets qui ont été demandés par le CSTC. Si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas de nous envoyer par email votre réponse et nous vous donnerons par après donc la réponse que vous aurez dû trouver. Je vous souhaite en tout cas déjà bonne chose pour ça tantôt. Jusque-là, les différentes classes et les différents codes qu'on peut utiliser pour rechercher en utilisant donc des mots, des termes qui se trouvent dans les brevets. Les dernières deux classes, les dernières deux possibilités dans l'écran de recherche, c'est la recherche sur la classification. Les brevets, comme vous le savez, sont classifiés dans les domaines techniques différents. Tout d'abord, il existe plusieurs systèmes de classification. Il y avait les classifications nationaux, par exemple la classification américaine, USPTO. On avait à l'époque la classification éclat, le IPC. Le IPC qui était donc la classification qui a été élaborée par l'organisme de brevet mondial. Et l'éclat était donc un dérivé de ça, mais qui était beaucoup plus, disons, flexible et dans lequel on ajoutait beaucoup plus fréquent des nouveaux mots, des nouveaux techniques et des choses pareilles. Donc l'éclat était déjà donc une classification qui avait plus de mots-clés que l'IPC. Depuis 2013, après une collaboration qui est encore toujours en cours avec les plus grands joueurs dans le monde donc des brevets au monde, on a créé le CPC. C'est une classification qui a encore plus que l'éclat. Actuellement, on est arrivé à 180 000 différentes classifications et on attend qu'on va obtenir dans quelques années plus que 200 000 classifications. Vous comprenez immédiatement que même trouver la bonne classification devient déjà une recherche à soi-même. Mais pourquoi cette classification, si elle est déjà si étendue et peut-être elle paraît déjà si compliquée dès le début? Tout d'abord, c'est un système logique. Ce sont des classifications qui ont été
attribué par des examinateurs, ce qui veut dire que c'est une description objective de l'invention. Là où le texte du brevet a été décrit par le demandeur et qui peut essayer de décrire ou de rendre les choses le plus compliquées ou le plus simple pour les lecteurs, ici la classification, elle est neutre, elle est correcte. Et aussi, la recherche par les mots a des inconvénients. On avait déjà parlé tantôt qu'il y avait des différentes langues et ça peut causer des problèmes. Par exemple, si vous cherchez le mot concrète en français, ça a tout à fait une autre signification que concrete, qui veut dire béton en anglais. Donc, si vous allez mettez concret, vous risquez de recevoir donc une série de brevets. Si vous cherchez le béton, vous risquez de recevoir une série de brevets en français qui n'ont rien à voir avec le sujet que vous cherchez. Et aussi, comme je disais tantôt, les demandeurs de brevets, assez souvent, essayent de rendre plus difficile à trouver leur brevet. Donc, au lieu d'utiliser le mot tube métallique ou fil métallique, ils peuvent utiliser la description elongated member, élément allongé. Ok, c'est peut-être un tube, mais bon, qui est-ce qui penserait à chercher ça? De même aussi, au lieu d'utiliser un clou, un vis, un rivet, on va utiliser fastening means, système de fixation. Ok, c'est la même chose, je sais bien, mais si vous les cherchez uniquement sur des mots, et si vous allez uniquement chercher les clous, vous allez rater toutes les fixations par vis ou par rivette, et peut-être ceux-là sont juste pertinents pour votre idée. Donc, si on tape dans la page, donc dans la première page de EspaceNet, la recherche par classification, à ce moment-là, on reçoit une page avec les différentes classes. Il y a 8 catégories qui sont tous spécialisées dans un seul domaine. Et en plus de cela, il y a encore une 9e, la Y9, qui met ensemble toutes les inventions qui peuvent aussi appartenir dans une des autres classes, mais qui ont quelque part donc des aspects nouveaux ou des tendances nouveaux. Donc, par exemple, tout ce qui est lié à un développement durable ou des aspects durabilité vont être aussi classifiés dans la catégorie Y. Donc, à ce point-là, le système est déjà relativement simple et relativement bien élaboré. N'oublions pas naturellement qu'il est assez souvent possible qu'une invention est attribuée dans des classes différentes. Par exemple, si on va parler de nouveau du béton, on peut trouver donc des brevets de béton dans la classe E, qui est Fixed Constructions, et le E04, qui est donc les bâtiments. Mais ça pourrait aussi être dans la classe C, si on va parler quelque part donc de l'aspect chimique du béton, ou même la classe B dans laquelle on va parler de la technique, comment fabriquer quelque chose en béton. Donc, il y a des possibilités de trouver ou de ne pas trouver le bon mot si on se limite trop dans les classes. Aussi, dans les classes,
on a la possibilité de chercher ce qu'il nous faut, ce qui veut dire que on peut introduire un ou plusieurs mots dans un champ de recherche. Et qu'en faisant ça, on reçoit un résultat. Une liste de classifications qui ont été, disons, mis dans un certain ordre de relevance. Et à ce point-là, vous pouvez commencer à vérifier lesquelles de ces classifications vous paraît le plus pertinent. Vous voyez aussi chaque fois à gauche une petite flèche noire. Si vous l'appuyez là-dessus, vous allez recevoir encore toute la liste donc de classifications qui se trouve encore en dessous cette classification, dans ce cas-ci, donc le C04B 20/0, il y a encore une multitude d'autres classifications qui vont encore décrire plus en détail la technique que vous pouvez chercher. Si vous trouvez quelque part un champ qui vous intéresse, vous pouvez le cocher, et en le cochant, vous voyez alors qu'il est automatiquement mis dans la liste donc des classifications sélectionnées. C'est ajouté avec le low. La classification low veut dire que vous avez choisi ici cette classification et toutes les classifications qui se situent encore en dessous. Vous pouvez changer ça en exact et à ce moment-là, vous n'aurez uniquement les brevets qui sont dans cette classification, mais pas ceux qui sont classifiés dans une des rubriques, disons, suivantes. Et alors, on a la possibilité pour copier cette classification dans le champ donc de recherche et la recherche sera exécutée avec ce champ-là et vous aurez une série donc de réponses. Comment ces résultats sont maintenant présentés? Puisque c'est bien de savoir, on doit introduire quelque part des listes, mais qu'est-ce qu'on va recevoir? Et tiens, si on introduit Concrete and Composition dans le titre, comme nous l'avons expliqué au début, vous voyez ici immédiatement qu'il y a une présentation de résultats. Donc on dit qu'il y a plus ou moins 2911 résultats. Le système de EspaceNet ne vous en montrera que 500. Donc il faut toujours essayer de continuer la recherche pour diminuer ce nombre de 2900 en dessous de 500 pour être sûr que vous aurez la liste complète des brevets que vous cherchez et que vous ne risquez pas de rater un brevet puisqu'il se trouve parmi ceux qui ne sont pas affichés. Alors, vous voyez que on a ici la possibilité pour avoir une présentation dans laquelle on a le titre, qui est le champ ici en vert, et alors déjà quelques petites informations, l'inventeur, le demandeur, les classifications, date de publication, date de priorité, donc quelques informations de base du brevet. Naturellement, vous ne pouvez peut-être pas être intéressé dans toute cette information et vous pouvez, en utilisant la possibilité Compact ou Extend, vous pouvez fermer ou ouvrir la case blanche entre deux brevets consécutifs.
Si vous avez choisi un de ces brevets en cliquant sur le titre, vous arrivez dans la description du brevet même. Donc, de nouveau, vous avez le titre, vous avez aussi ici les informations de base administratives. Il y a déjà l'abrégé dans lequel vous pouvez lire déjà quelque chose. Et il y a une possibilité Patent Translate. Donc, de plus en plus, aussi au niveau donc, dans le monde du brevet, on utilise des moteurs de traduction pour faciliter la lecture des brevets. Probablement, pour des brevets en anglais, ce n'est pas si nécessaire, mais si vous rencontrez quelque part un brevet chinois, ça peut quand même aider à, disons, éclairer un petit peu la continue. Et vous voyez ici à la gauche les différentes possibilités qui sont montrées dans le brevet. On a par exemple les informations bibliographiques, comme vous le voyez ici. Il y a la description, c'est donc le texte complet de la description qu'on pourrait accéder. Il y a les conclusions qu'on pourrait voir. Et assez important, quand on fait des recherches, on peut trouver les cited documents ou citing documents. Ce qui veut dire que citing documents, ce sont les documents qui sont mentionnés dans ce brevet-ci, ou bien ce sont des documents auxquels ce brevet fait référence. Donc, ça peut très facilement vous mener, si vous avez trouvé un brevet qui est déjà un peu pertinent pour ce que vous savez, en cherchant ces brevets-là, vous pouvez commencer à suivre l'histoire donc d'invention du technique que vous cherchez. Bon, pouvons-nous conclure maintenant? Je sais que je n'ai pas tout raconté de tout ce qui est à dire au niveau donc des recherches de brevets. J'ai uniquement dévoilé quelque part quelques petits aspects qui peuvent vous aider à commencer à chercher quelque chose. Vraiment chercher des brevets ou apprendre à chercher des brevets, c'est plus facile quand on le fait interactivement. Donc, si jamais ça vous intéresse à participer à un workshop dans lequel on vous donne quelques exercices pour trouver quelque chose, dans lequel on pourrait discuter de la façon de chercher et on pourrait donc aussi améliorer votre approche, n'hésitez pas de nous envoyer un petit email. On vous met donc dans une liste des intéressés et on vous invitera en temps utile pour assister à un workshop. Vous pouvez aussi l'indiquer dans la petite enquête que vous verrez donc après la séance. Donc, veuillez pas oublier donc de nous retourner quelque part vos commentaires de sorte que nous pouvons améliorer les informations qu'on essaye de vous donner. Je vous remercie pour votre attention. Je n'ai pas vu des questions apparaître pendant cette session. J'espère que vous ne êtes pas tous endormis. Je vous remercie pour votre attention et peut-être à une prochaine fois.